C'est l'heure du journal de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour, voici le sommaire. Les enjeux liés à la transhumance transfrontalière et à la mobilité du bétail deviennent de plus en plus une préoccupation au sein de la CEDEAO. Les acteurs du pastoralisme y accordent une attention collective. Ils font partie intégrante de la circulation. De jour comme de nuit, les conducteurs de taxi-motos émigrants arpentent les rues sans relâche, mais ce n'est pas sans conséquence sur leur santé. Le Bénin veut reconnaître et célébrer ses talents dans le domaine de la création littéraire à travers le Grand Prix littéraire du Bénin. L'initiative a été présentée au monde littéraire. C'est un instrument d'intégration, une source importante d'approvisionnement en produits animaux, mais elle peut être source de conflits, la transhumance. Le défi aujourd'hui reste l'éradication des conflits entre les pays du Sahel et les pays côtiers. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la rencontre régionale de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée. Les enjeux de la transhumance et la conduite à tenir au sein de chaque pays, c'est dans ce reportage signé Évariste Zomaou et Estelle Pazou. Transformer progressivement la transhumance en une opportunité économique pour le Sahel et les pays côtiers, c'est devenu un impératif. Avec un cheptel de plus de 80 millions de bovins et 270 millions de petits ruminants, l'élevage contribue non seulement à l'économie des pays, mais est également créateur d'emplois. Mais les enjeux qui y sont liés ne permettent pas au secteur de jouer pleinement son rôle de promotion de l'économie. L'enjeu que je peux présenter, ce qui est important par rapport à la transhumance également, c'est un enjeu politique, un enjeu d'intégration entre les peuples. Il faut reconnaître que quand on parle par exemple de l'espace CEDEAO et quand on regarde un éleveur du Mali ou un éleveur du Burkina avec un éleveur du Tchad ou du Nigeria, l'intégration est tellement réelle, est tellement affinée, est tellement présente que par rapport aux politiques, il faut dire que ces groupes d'acteurs sont mieux intégrés et évoluent mieux que même nos différents États en fait. La question sécuritaire, voilà un autre enjeu qu'il importe de prendre en compte. Et la présente rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers entend favoriser les échanges directs entre acteurs et décideurs et formuler des orientations et recommandations pertinentes. Mais la question du financement se pose avec acuité. Ce forum, ce serait une occasion d'interpeller un peu plus les partenaires financiers. Et ce serait également, de plus en plus, on est en train d'harmoniser sur la réglementation par rapport à la question pastorale et surtout partager les informations et les décisions qui ont été prises par les différents États, par exemple. À l'instar donc du Bénin qui a pris les dispositions pour réglementer la transhumance pastorale, les discussions vont permettre aux pays du Sahel et aux autres pays côtiers de trouver les solutions spécifiques et surtout de s'engager à les mettre en application. Le Zémidjan fait partie intégrante du décor béninois. Qu'il fasse nuit ou bien grand jour, le citoyen trouve toujours un conducteur. Et pourtant, arpenter les rues sans relâche a des conséquences non négligeables sur la santé. Mal de dos, maux de tête, douleurs aux épaules, courbatures, ce sont là quelques-unes des pathologies auxquelles sont exposés les conducteurs de taxi-moto. Certains font même recours à l'automédication pour mieux se sentir. Comment vivent et se soignent les Zémidjans? Élément de réponse dans ce reportage signé Louis Koudobo, Charlotte Bouvier. Le Zémidjan, travail pénible mais ô combien indispensable. Peu de Béninois sont véhiculés et préfèrent ces services. De jour comme de nuit, il y a toujours un chauffeur disponible. Pourtant, le travail des Zém est peu considéré. Il présente de réels risques pour la santé du conducteur. Fatigue, courbatures, douleurs. Il ne compte ni ses clients, ni ses kilomètres pour un salaire souvent médiocre. Je commence le Zém à 6 h du matin. Et à 5 h du matin. On finissait à 22 h aller à la maison. Tu peux terminer à 18 h. Si tu es trop fatigué,
Même à 18h, tu rentres déjà chez toi. Bien que tu trouves de l'argent ou pas, tu rentres chez toi. On ne peut pas compter le nombre de clients exact parce qu'on se fixe parfois des objectifs. Et ça peut arriver, tu peux travailler ou tu ne peux pas travailler. Tu peux faire jusqu'à 500 km, 600 km, ça dépend de comment est la journée. Le nombre de kilomètres que le ZEM fait par jour, ça peut quitter ici par à coup 2 fois. Auparavant, il y avait de l'argent, on gagnait parfaitement, mais actuellement, là où nous sommes, en ZEM, il n'y a plus rien, donc tout est bloqué. Pour parvenir à se tirer du lit chaque matin, certains conducteurs choisissent l'automédication. On a mal partout, on a mal, les articulations, surtout quand on ne prend pas les pavés, les routes dégradées, tout ça là, donc à la fin de la journée, on se sent complètement fatigué. On prend des médicaments. Moi, parfois, je vais à la pharmacie prendre de l'ibuprofène, l'amoxy, juste pour calmer les douleurs du corps. Le ZEM, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire le ZEM, parce que c'est un travail qui tue à petits coups. Les médecins confirment ces risques sanitaires. Accidents, position, mais aussi inhalation des gaz toxiques nuisent gravement à leur santé. Mais l'automédication présente, elle aussi, un danger. C'est un mode de transport qui comporte d'énormes risques. Les accidents de circulation qui sont d'abord liés aux conducteurs de véhicules eux-mêmes, qui sont les causes et les premières victimes de ces accidents de circulation. L'autre manche de la problématique, c'est d'abord les risques chroniques. En fait, c'est des troubles musculo-squelettiques liés aux postures inappropriées, ces postures aggravées par les secousses incessantes liées à l'état de la voie. Et l'autre risque, ce sont les affections des voies respiratoires, notamment les rhinites, les bronchites, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et l'ensemble de ces risques chroniques vont amener le conducteur de taxi-moto à se livrer à l'automédication. Et surtout avec les médicaments de la rue. Et ce qui va aggraver leur état de santé. Indispensable au quotidien, le Zemidjan mérite plus de considération. Il rend service, mais à ses risques et périls. Merci à vous, Charlotte Bouvier. La direction des arts et du livre du ministère du Tourisme et de la Culture a dévoilé au public le projet dénommé Grand Prix littéraire du Bénin. Ce prix vise à encourager le professionnalisme chez les éditeurs, à déceler, stimuler et valoriser les jeunes talents littéraires au Bénin. Reportage Francis Faton, Enoch Mpati. Grand Prix littéraire du Bénin, première édition. Le top sera bientôt donné. Mais avant, cette conférence de presse du ministère du Tourisme et de la Culture vise à présenter le contenu de cette compétition aux acteurs de la chaîne nationale du livre et professionnels des médias. L'idée, c'est d'avoir un dispositif un peu plus ambitieux, un peu plus grand, un peu plus large, qui puisse impacter le plus d'acteurs possible. Vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, chaque édition de ce qui était l'événement de célébration des talents littéraires, chaque édition consacrait un genre littéraire particulier. Cette fois-ci, le ministère souhaitait que nous puissions à chaque édition impacter le plus de pratiquants possible, le plus d'auteurs, le plus d'écrivains possible et le plus d'éditeurs possible. Compétition annuelle. Grand Prix littéraire du Bénin consacrera à chaque édition 5 œuvres littéraires de fiction écrites en français par des acteurs béninois. Le théâtre, la poésie, le roman, la nouvelle et le conte. En ouvrant ce nouveau dispositif à 5 genres littéraires, en réalité, nous donnons la chance potentiellement à 5 éditeurs différents, à 5 écrivains différents de pouvoir ambitionner, représenter le pays à l'étranger en tant que lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin dans sa catégorie. Seule habileté à participer à ce Grand Prix littéraire du Bénin, des éditeurs nationaux. Je pense que c'est une très bonne amélioration parce que je trouve que le format précédent était restrictif parce qu'il y avait un seul genre littéraire et tous les 2 ans. Donc comme il l'a rappelé, ça faisait attendre 10 ans pour le même genre pour revenir. Et c'était vraiment pas satisfaisant parce que c'est beaucoup plus intéressant maintenant qu'il y ait
catégories, plusieurs genres littéraires différents. Bon, en tant qu'éditrice jeunesse, évidemment, je déplore qu'il n'y ait pas la catégorie jeunesse pour cette fois-ci, mais c'est un début qui est déjà très bon, ce qui permettra à plus d'auteurs de se faire connaître. Je pense que c'est une innovation par rapport à ce qui existait. Tous les genres sont proposés actuellement aux différentes candidatures qui vont s'exprimer après. C'est un challenge parce que il n'y a pas tellement de production littéraire au Bénin. Comme le ministre l'a dit, je ne pense pas qu'il y ait énormément de talents. Peut-être qu'il y en a de cachés, on n'en sait rien. Et ces talents-là, on souhaite qu'ils s'expriment à l'occasion justement de ces prix littéraires. C'est une très belle initiative, mais la première expérience nous permettra d'y voir davantage clair. L'évaluation des œuvres pour cette première édition se fera par 5 comités de présélection. Le Grand Prix littéraire du Bénin recevra à titre individuel une enveloppe d'un montant de 2 millions et un trophée. Les inscriptions démarrent du 10 mai et s'achèvent le 20 juin 2019. Après son lancement en grande première, le film Bignondo, l'enfant sorcier revient au devant de la scène cinématographique. Elle sera diffusée ce samedi à Cotonou. Le réalisateur Pierre Claver-Tossou nous parle des grands enjeux de cette projection et des actions à mener pour rendre le film disponible à toutes les couches de la société. Suivons ensemble. Le 8 novembre dernier, effectivement, nous avons fait le lancement du roman et du film du même nom, Bignondo, l'enfant sorcier. La mobilisation a été très forte. Et je remercie tous ceux qui ont pu faire le déplacement ce jour-là et qui ont pu suivre en direct le phénomène, par l'explication donnée par le littéraire qui a expliqué le livre et par les différents intervenants qui ont critiqué le phénomène et par le film également qui en disait long sur le phénomène. Alors l'autre étape, ce sera déjà la semaine prochaine à Parakou, ou la semaine prochaine en tout cas dans un court délai, que nous allons faire le lancement à nouveau dans cette ville-là, qui regroupe, enfin qui est à peu près le centre des deux Nord. Dans 2 ou 3 jours, le samedi prochain, de toute façon le samedi à 17 h déjà, nous allons faire une projection à nouveau, grand public cette fois-ci, toujours à Canal Horizon, pour permettre à tout le public de Cotonou, ceux qui n'avaient pas pu faire le déplacement le jeudi dernier, de venir voir le film à nouveau. Alors, il y a 2 ordres de dispositions que nous sommes en train de prendre. C'est la traduction déjà en anglais, parce que le phénomène n'est pas que béninois. Il y en a au Ghana, il y en a au Nigeria, il y en a dans les autres pays francophones qui nous entourent. Donc on est en train de traduire en anglais, c'est d'ailleurs déjà fait. Et nous sommes en train de traduire en langue nationale, dans l'une des langues nationales, en l'occurrence en batonou. Après, cette fois-ci, il y a un coût. Les adultes devront payer 3 000 francs et les enfants 2 000 francs pour avoir accès à la salle. Les tickets sont vendus sur place à Canal Olympia. La Banque africaine de développement débloque $1 million, soit environ 600 millions de francs CFA pour réhabiliter les établissements scolaires affectés par les inondations. Le premier volet d'intervention de cette aide d'urgence va porter sur la restauration de l'infrastructure scolaire avec la reconstruction des 57 bâtiments scolaires dégradés et leur rééquipement en mobilier, matériel pédagogique et informatique. Sa seconde composante va améliorer quant à elle la résilience de la population aux risques climatiques à travers la sensibilisation du corps éducatif et des élèves à la gestion des catastrophes naturelles. La production mondiale de platine devrait atteindre 6,7 millions d'onces d'ici 2022, soit un taux de croissance annuel composé de 2,4%. Cette croissance sera soutenue par le démarrage de nouveaux projets en Afrique du Sud, au Zimbabwe, aux États-Unis et au Canada. Après une contraction de 2,1% en 2016, la production mondiale des mines de platine s'est légèrement redressée
de 0,8% en 2017. L'Afrique du Sud a réussi à compenser les pertes de production en 2017. Cette année, la production devrait diminuer de 0,9% en raison de la chute du prix du platine et de l'appréciation du rand par rapport au dollar, ce qui va entraîner des fermetures de mines et des stocks hors sol élevés. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du journal du soir.